Bonjour, Didier Mulnet. Dans cette vidéo, nous allons prendre quelques exemples pour mieux comprendre. Nous allons partir de fiction pour réfléchir à ce qu'est le développement durable et revenir sur ce schéma des trois sphères pour voir si et comment on pourrait... Nous allons donc partir de fiction. La tomate du Maroc, le mouton de Nouvelle-Zélande, le croissant fertile Iran-Irak et les Mayas du cacao. Mais avant de commencer, je vous propose que les situations que nous envisageons ici soient fictives. Même si de ressemblances existent avec des situations actuelles, vous transposerez facilement. Je pense qu'on a tous nos tomates du Maroc, nos moutons de Nouvelle-Zélande, etc. Mais lorsqu'on s'intéresse aussi aux crises du passé pour en proposer une interprétation en quelques minutes, c'est bien sûr une vision tronquée qui sera présentée, uniquement destinée à vous faire réfléchir. Alors imaginez un instant que nous achetions sur notre étalage dans une grande surface des tomates à moins d'1 € le kilo, tomates produites au Maroc, dans une zone côtière du nord du Maroc, mis en caissette avant d'être transportées en direction du marché européen. Oui mais ces tomates vendues sur nos marchés européens sont-elles produites comme ce que l'on pouvait penser sur des zones côtières toujours? Eh bien, c'est pas si évident que ça. Et effectivement, la majeure partie des tomates sont produites sous serre, avec tout ce que cela signifie comme investissement financier, technique. Mais est-ce que c'est forcément négatif? Eh bien non, quand même, il faut quand même reconnaître que le taux d'alphabétisation des jeunes Marocains ne peut qu'avoir suivi le taux de rémunération de leurs parents et de leur famille. Et effectivement, si on regarde ça sur un plan purement économique, sur un plan sociétal, l'environnement peut être mis à mal, nous y arrivons, mais globalement, il y a peut-être quand même un bienfait instantané, à la fois sur le niveau de vie et sur un des indicateurs de développement, qui est l'alphabétisation des enfants. Ce que je dis ici, c'est valable pour la question de la tomate au Maroc, mais vous pouvez vous intéresser à la même chose dans l'Algarve ou en Andalousie, en Espagne. Alors on va regarder ça d'un point de vue un tout petit peu plus critique. Oui mais, les investissements financiers sont colossaux. Les stations doivent être extraordinairement contrôlées avec des asperceurs. Nous sommes très généralement sur des zones totalement sableuses. On est pratiquement en hors-sol. On doit effectivement lutter contre un certain nombre de ravageurs, animaux, virus, bactéries. La tomate est exigeante en termes de lumière, il faut parfois augmenter la photopériode et éclairer, que ce soit en plein désert ou ailleurs, et mettre un certain nombre de pesticides, insecticides et autres, qui d'ailleurs ont une influence relativement dramatique sur la qualité de l'eau des nappes en dessous, eau qui est très généralement non consommable très rapidement après l'utilisation pendant quelques années sous ces formes-là. Alors, si on revient à notre schéma économie, société, environnement, ben oui, le point faible ici, c'est quand même l'environnement, à savoir la qualité de l'eau qui ne peut plus être bue par les habitants, qui doivent prendre de l'eau en bouteille, au prix d'achat de l'eau en bouteille. Et effectivement, oui, il y a un évident diminution au niveau de l'environnement. Certes. Et donc, ce schéma d'évidence n'est plus un schéma de développement durable puisqu'il n'y a plus d'intersection digne de ce nom. Le durable n'étant pas le simple compromis entre société et économie, mais intégrant aussi la durabilité au sens environnemental. Alors si on revient, et si on élargit maintenant, qu'on revient à la fois dans le temps et dans l'espace, se pose aussi un autre problème. Bien sûr, certaines cultures peuvent se faire en bord de mer, selon des méthodes artisanales, avec des marchés artisanaux, avec des ventes locales. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est des grandes structures qui font de l'intensif agricole pour de la vente en Europe. Et que se passe-t-il au niveau des villages? Eh bien, les villages du Moyen Atlas ou du Haut Atlas sont
très souvent abandonnés de leurs habitants, ou du moins d'une partie de leurs habitants, surtout les jeunes, qui vont quitter les vallées pour aller s'installer là où il y a de la place, de l'argent, de la communication, c'est-à-dire sur les bords de côte, là où peut se faire le commerce dit international. Et effectivement, la question se pose de la survie de ces vallées, généralement abandonnées au niveau des villages, bien souvent aussi abandonnées, ou du moins abandonnées par les jeunes dans ces vallées-là. Est-ce que la vente, est-ce que l'argent qui vient des tomates aurait pu rendre ces vallées durables? Oui, bien sûr. Il existe d'ailleurs un certain nombre d'exemples de production qui associe à la fois de l'hydroaquaponie, avec un certain nombre de poissons, style truite, avec des bacs de décantation, avec de la production maraîchère. Et oui, effectivement, il est possible dans ces zones-là, à condition d'avoir quoi à un moment donné, à condition d'avoir dans ces zones-là des apports financiers qui permettent de développer ce genre d'infrastructures, mais aussi d'éviter la désertification des villages. Alors, ce que je dis là, en prenant cet exemple très théorique sur la question du Maroc et de la tomate, repose la question de la désertification de zones de montagne, de tout un tas de zones, dans un grand nombre d'endroits. Et donc cet exemple, pour théorique qu'il soit, n'a que pour mérite de vous proposer une situation qui pourrait être éventuellement transposée dans d'autres endroits. Toujours est-il que dans ce cadre-là, est-ce que la tomate du Maroc est durable? La réponse est, ça aurait pu engendrer des situations durables si on n'avait pas détruit de façon quasiment irréversible les nappes phréatiques et si on n'avait pas provoqué la désertification d'un certain nombre de ces villages. Tout ça pour de la tomate pas chère du côté européen. Situation caricaturale, situation à retravailler. Maintenant, changeons de décor. Nous connaissons plus les All Blacks que les moutons néo-zélandais, c'est vrai. N'empêche que, si nous prenons l'exemple de cette Nouvelle-Zélande, nous avions une période où les Français faisaient un certain nombre d'essais nucléaires. Nous sommes dans les années 1985. Et certains bateaux s'opposent à ces essais et tournent dans la zone d'essais nucléaires de façon à les retarder. Le temps passe et parfois certains bateaux coulent avec un petit peu de plastique pour les aider à couler. Hélas, avec la mort de deux des personnes qui étaient dans le bateau, il me semble. Et puis on se pose la question. Oh, tout le monde ne se la pose pas très longtemps parce que, en fait, à leur sortie d'hôtel le lendemain matin, après l'explosion du Rainbow Warrior, vous l'avez compris, les faux époux Turange, mais de vrais agents secrets français, sont cueillis par les services secrets néo-zélandais. Et effectivement, quand on a un problème et qu'on ne peut pas résoudre une question sur un plan politique, stratégique ou autre, parfois, la monnaie d'échange est économique et nous voilà avec un certain nombre de contrats sur du gigot néo-zélandais qui nous arrive, attention, dans les années 85, c'est pas 5 euros, c'est 5 francs, c'est-à-dire 6 fois moins cher. Le consommateur européen est très content. Le mouton est d'ailleurs de très bonne qualité. C'est normal, il est élevé en extensif sur des zones magnifiques. Et puis on commence à... Oh, pas tout de suite, au bout d'une vingtaine d'années. On commence à avoir un petit problème et ma région est un des exemples d'un endroit où la question se soit posée. L'emblème de l'Auvergne est quand même le Puy-de-Dôme, et puis un certain nombre de puits, Pariou, Sarcouille et autres. Et puis ces puits commencent à s'enverminer, diraient certains. C'est-à-dire, en fait, ils commencent, plus simplement, sur le plan écologique, à se réenforester. Et globalement, ça ne fait pas du tout l'affaire des personnes du tourisme. Car les personnes du tourisme vendent une image qui est une image des pelouses en altitude. Et puis, ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas parce que, effectivement, ce gigot est bon, ce gigot est pas cher. Progressivement, toutes nos zones de montagne sont en train de se reforester et il faut trouver des solutions. Alors la première
c'est effectivement de couper toute cette quantité de végétation qui a poussé, mais cette solution n'est pas véritablement intéressante parce que ce bois n'est pas intéressant. Donc c'est de la perle, c'est pas du bois de cette qualité-là. Alors on coupe, on coupe, on coupe, on taille, mais ça revient très vite cher et puis ça pousse très vite. Deuxième méthode complémentaire, c'est effectivement de faire pâturer du mouton. Et oui, vous l'avez compris. Pourquoi ces puits étaient-ils libres en pelouse? C'est parce que simplement, ils étaient pâturés par des moutons. Et pourquoi se sont-ils enforestés? Simplement parce que du côté de l'Auvergne, les producteurs de moutons n'arrivaient plus à vendre leurs moutons. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de produire du mouton et les puits se sont enforestés. Tout ça, c'est bien beau, mais pendant 20 ans, plus de 20 ans, plus de 20 ans, pendant plus de 20 ans, nous avons bien dû faire face à la situation, entretenir nos puits par de la coupe, par du mouton. Mais du mouton qu'il était très difficile de revendre, puisque le mouton français n'était pas du tout compétitif. Alors vous savez, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie de revendre des produits dérivés, mais pas forcément de les revendre à nous. On va essayer de les revendre ailleurs, du côté d'un certain nombre de pays situés plus à l'est de la France, pays baltes et autres. Et on va provoquer chez eux ce qui s'est passé chez nous. C'est-à-dire, comme on vend du mouton pas forcément très cher, puisque pratiquement à perte, eh bien, c'est chez eux que se retrouvent les mêmes problèmes. On leur a transposé ça avec la nécessité de couper leur bois, de remettre des moutons. En fait, c'est la patate chaude. C'est-à-dire que globalement, la situation que nous avions en France à un moment donné s'est retrouvée simplement répercutée. Alors si on prend cette situation caricaturale, j'entends, puisqu'il est bien évident que ce n'est pas, si je reprends, ce n'est pas 2 kilos de plastique qui font couler le Rainbow Warrior, qui nécessitent des accords socio-économiques entre la France et la Nouvelle-Zélande, la vente de moutons, moutons qui n'est plus élevé sur les puits, puits qui s'enforestent. Mais globalement, c'est une situation un peu caricaturale, ce n'est absolument pas la situation déclenchante à elle seule, mais c'est une possibilité qui est intellectuellement intéressante en tout cas. Alors est-ce qu'il y a un bienfait économique? La réponse est oui et non. Sur le plan de la société, oui et non, parce que les éleveurs de moutons qui ont mis la clé sous la porte dans les années 80-90 ne sont pas les mêmes que ceux qui élèvent le mouton. On est passé de troupeaux de moutons de petite taille à troupeaux de moutons de beaucoup plus grande taille. Ce ne sont donc plus les mêmes. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis de restreindre ce cercle de la société. L'environnement est-il le perdant, comme dans le cas précédent? Non. Vous savez, au final, 30 ans après, les puits sont redevenus pâturés et simplement, ce n'est plus exactement la même situation. Sur le plan sociétal, c'est relativement irréversible ce qui s'est passé, à savoir qu'un certain nombre d'éleveurs ont été faire autre chose que du mouton ou ont centralisé leur troupeau de moutons. Sur le plan économique, oui, certains y trouvent leur bonheur, peut-être certains professionnels du tourisme, mais d'autres ont perdu au change sur cette question-là. En fait, se pose la question-là de la réversibilité des situations. Et puis, la situation qui est vraie, ce schéma-là qui est vrai pour l'Auvergne, qui pourrait être vrai pour l'Auvergne, c'est-à-dire une petite région centrale de la France, n'est absolument pas transposable aux pays baltes, n'est absolument pas transposable à la Roumanie dans les années qui ont suivi, et globalement, ce qui est vrai à un endroit n'est pas forcément vrai à un autre endroit. Ce schéma n'a donc de valeur qu'à un instant donné, à un endroit donné. Si nous reprenons un autre exemple, qui est l'exemple de la civilisation sumérienne. Pardon. Croyez-vous un seul instant que la civilisation sumérienne, qui est quand même la civilisation qui a inventé la monnaie, qui a inventé l'agriculture, vivait sur des zones aussi désertiques que celles que je vous montre ici? Non.
nous étions en plein croissant fertile, entre le Tigre et l'Euphrate, sur l'actuel Iran-Irak. Les forêts climatiques, même si le terme est discutable, de l'époque, étaient des forêts de cèdres gigantesques, avec une grande quantité de verdure. Et ne croyez pas un seul instant que ces civilisations-là aient pu se développer sur des zones désertiques. Mais il en va de même pour la civilisation grecque, de même pour la civilisation romaine, de même pour toutes les civilisations autour de la Méditerranée. La Méditerranée n'est plus qu'un immense champ de destruction de la forêt qui a été prélevée pour des régions purement énergétiques, mais aussi de construction et de tout un tas d'autres raisons. Nous reviendrons éventuellement là-dessus un peu plus tard. Ce n'est pas la question que je voulais regarder là, c'était la question de cette zone bleue qui est l'Euphrate et qui est bordée d'une fine bande de verdure qui est la zone agricole. Cette zone agricole, ça se devine un tout petit peu sur cette deuxième photo. Cette zone agricole est bordée par une frange marron où il semble ne rien pousser. Pris un petit peu plus loin, on voit qu'en fait on a des croûtes blanches qui sont en fait des croûtes de sel. Or nous sommes pourtant là, nous sommes dans un endroit d'eau douce. Et en fait là, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que pendant des centaines, presque des milliers d'années, les Sumériens ont arrosé leurs champs en prenant l'eau. Mais cette eau a beau être douce, elle contient quand même de petites quantités de sel. Et globalement, au bout d'un moment, eh bien, on a transformé ces zones irriguées en zones beaucoup trop sursalées pour pouvoir produire. Et la production agricole de ces zones-là ne peut que chuter. Alors bien sûr, dans un premier temps, sur le plan économique, c'était très bien, mais la société a dû fuir ces zones, a dû faire d'autres, à migrer, est allé ailleurs, et globalement, l'environnement a été totalement changé, totalement impacté. C'est en fait l'un des premiers exemples de pollution aux échelles historiques. Si nous synthétisons cet exemple, en fait, qu'est-ce qu'on avait oublié ici? C'était que l'économie et la société reposent quand même sur les limites environnementales et que le phénomène de la salinisation des sols est un phénomène relativement irréversible. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va revenir à ces forêts de cèdres vues par en dessous? Est-ce qu'on reverra à nouveau de grandes et belles forêts de cèdres ici? Oui, mais peut-être pas à l'échelle de quelques dizaines, voire même de quelques centaines d'années, puisque ces forêts s'installent sur quelques centaines à quelques milliers d'années. Changeons de continent. L'Amérique du Sud, la civilisation maya. Les Mayas, aux alentours de 750 après Jésus-Christ, sont un peuple qui élabore une civilisation fantastique, je ne vais pas m'étendre là-dessus, dont on retrouve un certain nombre de vestiges avec des temples, une civilisation magnifique. Mais aussi une civilisation guerrière, une civilisation d'une très grande culture, d'une très grande science, d'une très grande technique culturelle, dans les deux sens du terme. Une civilisation qui cultive des fèves de cacao, mais pas du tout pour les raisons que vous pourriez envisager. C'est pas tellement pour les manger, c'est pas pour faire le petit cacao, non. C'est parce que leur monnaie est basée sur l'échange de fèves de cacao. Et on estime, du moins certains auteurs, Jared Diamond, qui est ici présent, ou d'autres, mais on reviendra de façon beaucoup plus précise sur cette question-là ultérieurement, ils basent toute leur monnaie sur la fève de cacao. Le problème, c'est que, bien sûr, ils battent monnaie, chaque année ils ont de la nouvelle monnaie, mais cette monnaie est aussi sensible à un certain nombre de facteurs, notamment climatiques, qui pourraient être, selon certains auteurs, responsables, pour partie ou en totalité, de l'effondrement de la civilisation maya. Je crois qu'il faut toujours se méfier de ne pas caricaturer les situations. Ceci n'est certainement qu'un des éléments, mais effectivement,
Le côté guerrier, le côté partage ou non partage, le côté la monnaie qui s'écroule, c'est peut-être l'une des questions. Et ça nous amène, une fois de plus, à la question de l'irréversibilité des situations présentes ici. Ma conclusion dans cette vidéo est que le schéma des trois sphères peut en effet nous aider à comprendre, en simplifiant certaines situations. Mais en raison de la complexité de la majorité de ces situations, nous serons amenés à envisager d'autres schémas conceptuels dans les prochains échanges.